Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h15 sur Europe 1. Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte, est avec nous dans ce studio. Bonsoir Estelle Youssoufa. Bonsoir. Merci d'être là. On a besoin de vous pour faire un point sur la situation à Mayotte, parce que franchement, celle qui dit la vérité, c'est vous. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous dites les choses telles qu'elles sont. Faire un point sur la situation, faire un point après le passage d'Emmanuel Macron, de François Bayrou. Marine Le Pen se rend sur place demain matin. Exactement. Ouais. D'abord, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs d'Europe 1, vous qui revenez de Mayotte? Oui, je suis arrivée hier matin. Oui. Hier matin, on en est où après le passage du cyclone? Est-ce que l'État est à la hauteur de ses promesses? Des promesses? Non, nous on est tous comme Saint-Aubin, hein. On croit que ce qu'on voit. L'État, les services de l'État sont mobilisés. Est-ce que c'est à la hauteur des besoins? Non, parce que tout est sous-dimensionné. L'aide alimentaire, l'aide pour l'eau n'est pas à la hauteur des besoins. Il faut savoir que structurellement, l'État sous-évalue la population à Mayotte. L'INSEE ne sait pas compter dans notre département, on dit qu'on est officiellement 300 000 alors qu'on est 1,5 million. On regarde la consommation en eau, en riz ou en électricité. Et on a compris que l'aide, en fait, était dimensionnée sur 300 000 personnes et qu'elle était destinée aux plus vulnérables, alors qu'en fait, c'est toute la population qui est vulnérable, puisqu'on a quasiment tous perdu notre toit, on a tous eu des dégâts majeurs dans nos domiciles, que c'est 90% des infrastructures, des bâtiments qui sont atteints ou totalement détruits. Alors, la question, c'est que l'aide alimentaire, elle arrive, mais pas à hauteur des besoins. Et puis, la question du rétablissement de l'électricité, de l'eau et de la téléphonie, ça progresse, mais pas du tout partout. C'est très très inégal. C'est-à-dire que pour l'électricité, les lignes à haute tension et à moyenne tension ont été remises, mais l'alimentation à votre domicile, ça c'est un travail de fourmi. Et en fait, il y a beaucoup de foyers qui n'ont toujours pas l'électricité. L'eau, officiellement, c'est revenu à hauteur, mais à hauteur de ce qui était antérieur au cyclone, c'est-à-dire la moitié de nos besoins. Donc en fait, on a de l'eau 1 jour sur 3. Donc imaginez le quotidien sans électricité, sans eau. C'est le cas de l'endroit où je suis réfugiée, puisque j'ai perdu ma maison aussi. Et en fait, on n'a pas d'eau, pas d'électricité. Ça veut dire que pour faire à manger, c'est infernal. On ne peut rien garder. Il fait une chaleur infernale. Combien il fait à Mayotte en ce moment? Là, en ce moment, on est en plein été austral. Il fait une 30aine de degrés. Il fait une très très forte humidité. Et il n'y a pas un pet d'ombre parce qu'on a perdu toute la végétation. Oui. Donc c'est insupportable. On dort extrêmement mal. Il n'y a plus de climatisation parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc en fait, les corps ne récupèrent pas du tout. Avec l'humidité, on a des infestations de moustiques. Donc en fait, à 3 semaines après le cyclone, les gens sont extrêmement fatigués. Il y a eu la période de sidération, le shot d'adrénaline parce qu'on était dans la survie. Et puis là, en fait, on est tous en train de physiquement et psychologiquement marquer le coup. Cette espèce de lutte quotidienne pour avoir à boire, avoir à manger, avoir du réseau, charger le téléphone, tout est le parcours du combattant. Et c'est vrai que comme on n'a pas les informations, parce qu'on n'a pas d'électricité, on se rend pas bien compte de l'ampleur de la mobilisation nationale et de la solidarité. Mais c'est compliqué d'évaluer ça. Extraordinaire, parce que nous, quand on voit voir les armoiries de Mayotte sur l'Arc de Triomphe au 31, ça nous a énormément touchés. Vous voyez, ça me donne la chair de poule de le dire, de voir l'ampleur de la générosité de nos compatriotes. C'est dans les moments de solitude et de détresse dans lesquels on se dit on n'est pas tout seul. Mais c'est vrai que les efforts de l'État sont lents à se déployer et surtout pas à hauteur. Il y a des efforts, mais pour nous, les magasins ont eu des ruptures dans les lignes d'approvisionnement. Donc même avoir de l'eau en bouteille, c'est terriblement compliqué. Les distributions sont calibrées pour les personnes les plus vulnérables. Qui est plus vulnérable que l'autre à Mayotte? On a tous des difficultés à trouver à manger et à boire. Donc on est dans une logique de survie qui est épuisante. Je voudrais qu'on dise un mot aussi du bilan des victimes. On a toujours le sentiment que l'État a du mal à dresser un bilan définitif des victimes de ce cyclone. Alors moi j'entends bien ce débat là qui se... Non, c'est pas un débat, c'est une question. Non, si, je pense que c'est un débat. Je m'explique. Personne n'a intérêt à avoir le bilan réel à Mayotte.
Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est qu'un bilan réel à Mayotte, ça induit des responsabilités politiques, pénales et morales extrêmement lourdes. La réalité, c'est que on était 1,5 million d'habitants sur l'île. En réalité, l'INSEE en compte 300 000, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais selon ces mêmes faux chiffres de l'INSEE, il y avait 100 000 personnes qui vivaient dans des bidonvilles à Mayotte. Donc, quand vous voyez les images et l'état de dévastation, les bidonvilles ont été réduits à néant sous des amas de boue et de tôle. Il y avait très peu de personnes qui sont allées dans les abris. Et on voit bien la disparition de beaucoup de personnes qui ne sont plus là. Ouais. Donc en fait, évidemment donc, selon vous, Estelle Youssouffa, on est d'accord, c'est largement sous-estimé. Mais le bilan, il est complètement invraisemblable. Il est invraisemblable. C'est pas possible d'avoir aussi peu de morts officielles. Alors après, c'est toujours pratique d'aller accuser les différentes cultures et habitudes pour justifier. Il faut aussi comprendre que les populations en question dans les bidonvilles sont principalement des étrangers qui sont en situation irrégulière. Par définition, ils ne sont pas recensés. Par définition, ils sont en pleine défiance des autorités, ne leur font pas confiance. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ne sont pas allées dans les abris. Mais là, enfin, je veux dire, 35 morts, complètement invraisemblable. Il y a des milliers de personnes qui ne répondent plus à l'appel, qu'on ne voit pas. C'était des lieux que beaucoup de journalistes sont allés filmer, sont allés faire des reportages qui ont rendu compte de la densité de population qu'il y avait dans ces bidonvilles. Alors maintenant, nous, ce qui nous scandalise à Mayotte, c'est que ces bidonvilles repoussent. Ah, alors justement, pourtant François Bayrou l'a interdit, on est d'accord, il est allé sur place, il a dit c'est la fin des bidonvilles, terminé. C'est une redondance. Qui vient d'interdire la vente des tôles pour reconstruire les bidonvilles. Le bidonville, par définition, est une habitation illégale. Donc je suis ravie que le Premier ministre vienne répéter l'illégalité de quelque chose qui est un fait à Mayotte. Ce qui est anormal, c'est en fait de simplement nous dire on va interdire ce qui est déjà interdit, sans nous expliquer comment on va le faire. Et que là, dans la réalité des faits, de ce qu'on constate, c'est que les bidonvilles sont en train de repousser sous nos yeux, avec les personnes qui sont en train de piller les établissements publics et les maisons privées pour aller prendre des matériaux pour aller reconstruire les habitations illégales. Je voudrais quand même que les uns et les autres comprennent et admettent qu'à Mayotte, le phénomène des bidonvilles est récent. Ce n'est pas le Mayotte qu'on a connu depuis plusieurs décennies. C'est totalement faux. C'est un phénomène qui a pris une ampleur délirante en 15 ans. Sous les yeux et l'État n'a rien fait. Totale de l'État. Pour quelle raison? C'est pour ça que je dis que le bilan, en fait, il serait extrêmement lourd. L'État n'a rien dit alors que c'était interdit? C'est ça, c'est une question, ma chère madame, qu'il faut poser au gouvernement. Néanmoins. Vous avez peut-être un avis sur la question. J'ai toujours un avis sur la question. Néanmoins, j'ai dit que vous n'étiez pas langue de bois. Non, mais en fait, vous savez parfaitement que quand il y a eu l'opération Wambouchou qui était censée détruire ces bidonvilles, vous avez toute une partie de l'écosystème ici, de la misère, de la gauche-fer là, qui pense super bien de loin et qui trouve que c'est très habitable vous de pensez vivre. À Jean-Luc Mélenchon. Non, mais pas que. Mais il y en a plein. Il y a tout un écosystème qui trouve formidable de dire que les bidonvilles sont des lieux de vie et qu'en fait on peut rendre un bidonville habitable. Un bidonville, c'est un terrain qui a un propriétaire qui est fiscalisé. Ce terrain est occupé totalement illégalement, en dehors de toute règle. Ce sont des zones dangereuses pour leurs habitants. On l'a vu pendant le cyclone. Ce sont des zones criminogènes et ce sont des zones de trafic et qui sont dangereuses. Alors là, parce qu'il y en a toujours pour nous expliquer à nous donner l'heure dans notre propre montre. Ben là, vendredi, il y a eu des pluies diluviennes à Mayotte, il y a eu des coulées de boue, il y a un enfant qui est mort dans un bidonville, qui était en train de se reconstituer, emporté par une coulée de boue, et il y a eu des inondations massives dans Kaweni, qui est attenante à Mamoudzou, la capitale administrative, et le plus grand bidonville de France, qui était le plus grand bidonville de France. Donc effectivement, nous, on est quand même consternés, mais l'ensemble de la population ne comprend pas, déjà pendant que ces bidonvilles étaient sous nos yeux une espèce d'abomination indigne, mais complètement inacceptable dans la République, qu'on laisse prospérer ça, et qu'au lendemain du massacre qu'a été le cyclone sur ces populations,
il y en a encore des bonnes âmes pour nous dire ah mais non, faut les laisser faire, faut laisser piller les uns et les autres pour aller reconstruire des habitats complètement illégaux et indignes. Donc moi je ne comprends pas et on attend avec impatience les détails que devrait nous exposer le Premier ministre et son gouvernement pour nous dire comment est-ce qu'ils comptent arrêter cette machine infernale. Parce que dire que nécessité fait loi et que parce qu'on a envie de construire son petit bidonville, on peut se permettre d'aller piller le voisin qui a lui-même tout perdu. Moi, je sais pas, mais on dirait que les uns et les autres perdent tout bon sens, tout respect des lois et du droit qui nous protègent tous. Et nous, à Mayotte, on ne demande que la République enfin se mette au travail à Mayotte. Nous n'avons pas demandé la départementalisation il y a plus de 10 ans. Nous ne sommes pas français depuis 1841 pour que les uns et les autres se gargarisent d'exceptions qu'on n'a pas demandé. Personne n'a demandé une exception à Mayotte pour dire on va laisser s'installer les bidonvilles. C'est inacceptable. On les a détruits à Nanterre, pour ce qui est devenu maintenant la Défense. On les a détruits à La Réunion. Il y en avait au port. On les a détruits aux Antilles. Et alors on trouve son petit fétichisme là pour aller nous dire que les bidonvilles à Mayotte c'est tout à fait normal. Non, ça nous indigne, nous Mahoraises et Mahorais, et on voudrait bien que tout le monde comprennent qu'on ne peut pas laisser des gens vivre dans de telles conditions. Vous avez échangé avec Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, ou pas encore ? Oui, bien sûr, il est resté, après la visite du Premier ministre, il est resté 2 jours supplémentaires pour faire les visites de terrain. Et vous pensez que vous avez un bon échange avec lui, que ça peut faire bouger les choses ? Moi, je prends tous les membres du gouvernement qui acceptent de se mettre au travail tant qu'ils sont là. Vous savez, l'instabilité des gouvernements actuellement. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Je suis à mon 4e ou 6e ministre de l'Outre-mer. Oui, d'accord. Depuis que j'ai été élu, donc si vous voulez, ça. Oui. Donc ça va, ça vient, quoi. Il faut pas. Oui, mais cette instabilité. Non, mais en fait, je dis pas ça légèrement. C'est qu'en fait, pour tous les territoires ultramarins, c'est très problématique parce que vous le savez, les territoires ultramarins sont traversés de crises très très profondes qui, pour certains, remettent en question leur appartenance à la France. Pour la quasi-totalité, ont quand même des gros problèmes d'inégalité, d'accès aux droits fondamentaux et qui sont aussi la proie d'ingérences étrangères. Et Mayotte est le premier territoire qui est visé par une revendication territoriale du voisin qui utilise l'arme migratoire pour déstabiliser le territoire. Parce que je rappelle quand même que c'est la moitié de la population qui est étrangère à Mayotte. Mais oui. Qui est en immigration illégale. Mais ça, il va falloir en venir à bout à un moment. On est bien d'accord. Évidemment. Nous là, on peut pas, dans la situation dans laquelle on est, entendre les uns et les autres nous dire il faut continuer d'accueillir. Parce que là, moi, je découvre en rallumant mon téléphone, parce que j'ai à nouveau du réseau, que Monsieur Corbière trouve que, en fait, la reconstruction à Mayotte doit aussi inclure le développement des Comores. Mais je rêve, en fait. On n'a plus de toit, on n'a pas d'eau, pas d'électricité. Ce monsieur veut l'anéantissement total de Mayotte pour les Comores, en fait. Mais moi, je suggère qu'il devienne député de ce pays étranger, puis il va là-bas, il s'installe, et puis il va les aider à se développer. Mais qui pense un tout petit peu à ses compatriotes qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas à manger, qui sont dans une détresse totale, un dénuement absolu. Et je ne comprends pas pourquoi, par exemple, ces messieurs de la gauche bien pensante ne sont pas en train de demander à corps et à cri le rapatriement massif de ces migrants dans l'Hexagone, On est bien d'accord que personne ici ne les veut. Pourquoi est-ce que vous imposeriez à Mayotte de les accueillir alors qu'on n'a plus d'hôpital, on n'a plus d'école, on n'a rien qui fonctionne, on est plus bas que terre. Et là, ce débat sur l'immigration est quand même hallucinant. Il est évident qu'il va falloir prendre des mesures radicales sur les questions migratoires à Mayotte, parce que là, on était déjà le département le plus pauvre de France. Mais alors là, maintenant, on est au fin fond du trou. On va pas pouvoir nous imposer un accueil sans aucune solidarité nationale, ne serait-ce que pour les mineurs étrangers. Parce que moi, je veux bien qu'on nous dise, il faut continuer à accueillir. Il faut qu'on... en fait, moi, écoutez, je sais même pas comment est-ce que le 20 janvier, on va accueillir les élèves dans les écoles. Les écoles à Mayotte, elles servent d'abri pour les réfugiés. Et quand l'État a annoncé la rentrée scolaire, certains de ces réfugiés ont dit non, on ne bouge pas d'ici, et ont commencé à totalement détruire les établissements scolaires. Ils ont provoqué, pour certains, un incendie volontaire pour brûler une école, et ils sont en train de détruire les derniers bâtiments qui nous restent. C'est terrible, ça. En exigeant un logement. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence qu'on subit. On n'a plus rien, on n'a strictement plus rien, et on se retrouve à avoir des gens qui nous disent « je veux et j'exige » dans un pays étranger,
dans lequel ils sont accueillis, et on a une partie de la classe politique dans l'Hexagone qui trouve ça tout à fait normal, qui trouve que évidemment, non, mais il y a qu'à Faucon. Bah écoute, je sais pas, moi, il y a qu'à pauvre con, parce que là, franchement, c'est plus possible, quoi. Mais non, mais on est en absurdie. Moi, je recommande que ces gens prennent l'avion et puis viennent constater. Mayotte, c'est comme si vous aviez eu une déflagration atomique, il n'y a plus rien debout, on est tous, mais tous, à avoir des dégâts très importants sur nos bâtiments, que ce soit les services publics, les personnes privées, on fonctionne avec la plus grande difficulté sans avoir accès aux besoins fondamentaux. L'hôpital de campagne qui a été installé est déjà surbooké, dépassé par l'ampleur des besoins, en stress au niveau du matériel à cause de l'humidité et de la chaleur. Ils ne s'attendaient pas à une telle affluence parce que les uns et les autres semblaient avoir oublié que Mayotte est un désert médical, que ça fait 18 mois avant Chido que notre seul hôpital, pour 1 million d'habitants, notre seul hôpital fonctionnait en plan blanc sur la réserve sanitaire. Si vous voulez, c'est une situation qui est hors norme. Nous, ce qu'on veut à Mayotte, c'est que cette crise nous serve d'opportunité pour redémarrer correctement. Et donc, évidemment, là-dedans, on doit régler la question de l'immigration illégale à Mayotte. Mais oui, on doit régler le sujet avec les Comores qui revendiquent Mayotte et qui envoient sa population s'installer sur notre île. C'est pas possible. C'est un pays avec lequel la France est soi-disant alliée et qui est ouvertement hostile et qui réclame une partie du territoire national. Donc, si vous voulez, à un moment, qui est la 6e ou 10e puissance mondiale, tout l'argent qui circule aux Comores transite par la Banque de France. On est en train de faire leur avocat auprès de la Banque mondiale. Et selon vous, pourquoi on se laisse faire ? Pourquoi on laisse faire ? Parce qu'il y a cet effroyable chantage migratoire. Je pense que c'est ça le sujet. Le chantage migratoire, et on sait de chantage migratoire. On n'est pas les premiers. Quand vous avez l'Europe qui paye la Turquie pour contrôler l'immigration, ça a donné des idées à plein de pays. On l'a fait avec la Libye. Voilà, on est dedans. Sauf que Mayotte, c'est une île et que là, on peut plus. Et donc, avec Chido, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une vraie reconstruction qui est en réalité une construction de Mayotte. Et on est fatigué à terme, mais déterminé à construire notre île, oui. Marine Le Pen qui seront sur place demain. Ça a du sens pour vous, après Emmanuel Macron, François Bayrou ? C'est logique que la classe politique s'empare de ce qui se passe à Mayotte. D'abord parce que c'est une catastrophe naturelle historique pour notre pays et parce que ça dit beaucoup des fonctionnements et dysfonctionnements de l'État et parce que l'émotion du pays est énorme. Et que, évidemment, que c'est quelque chose qui va mobiliser l'ensemble de la classe politique, c'est déjà le cas. Et je pense que le Premier ministre a parfaitement compris que sa survie à Matignon se joue à Mayotte. Merci beaucoup en tout cas Estelle Youssouffa d'être venue ce soir, députée de Mayotte. Votre couverture est importante et on vous dit un immense merci. On sera demain là-bas aussi à Mayotte pour suivre ce déplacement avec un envoyé spécial. C'est super. Merci beaucoup Estelle Youssouffa, vous faites beaucoup de courage. On a une pensée évidemment pour tous les Mahorais qui vivent une situation épouvantable. Ouais, mais grâce à vous tous, c'est moins dur. Donc vraiment un grand merci. Écoutez, on est là, on pense à vous et on sait ce que vous vivez, les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. C'est pas seulement des difficultés effectivement de vie courante. Vous avez plein de difficultés à affronter. Voilà, et on pense à vous. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir sur le plateau d'Europe 1. Merci beaucoup Estelle Youssouffa. Il est 19h34 sur Europe 1.